Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On continue notre marathon avec son lot de petites péripéties, on va vous en parler. Pour ce faire, aujourd'hui, j'ai avec moi Constant et on va parler des Warriors. Constant, on a déjà un petit peu parlé des Warriors, toi et moi, il y a peut-être 24 heures dans un épisode qui a été perdu. Comment ça va, Constant? Ça va bien, Take Two, ouais, effectivement, c'est la prise 2 de ce podcast sur les Warriors. En plus, ça tombe bien, c'est que c'est l'épisode 13 de pourquoi cette équipe ne gagnera pas le titre. On avait dit c'était un petit peu l'épisode maudit au moment de commencer l'épisode. Donc c'est très bien, ça a effectivement été l'épisode maudit. C'est pas pour rien que c'est mon chiffre favori, le chiffre 13, mais non, mais on est là pour parler des Warriors. Effectivement, on en parle un peu tardivement, mais ça tombe bien. J'ai vu dans les commentaires de la précédente vidéo sur les Pacers sur YouTube dire les Warriors s'il vous plaît. Donc écoute, si cette personne écoute, ton vœu a été exaucé, il nous aura fallu nous y reprendre à 2 fois pour parler de cette équipe des Warriors, mais on va en parler bien et calmement. Alors, on est obligé de dire ce qui s'est passé. Alors, que s'est-il passé? Sur la fin du marathon, on est plus ou moins à flux tendu. Donc, on enregistre 24 heures ou au max avant la sortie. On enregistre donc dans un épisode où j'avais une migraine horrible, donc la qualité était vraiment moyenne. Et que s'est-il passé en plus de la migraine? Ma connexion Internet a sauté 6 fois en 1 heure, ce qui fait que l'épisode a été... au début, je pensais n'était pas perdu, donc j'ai pris un peu de repos pour moi. Je commence à faire le montage en me disant j'ai 5 heures, je dois aller être en God mode. Et je remarque que même le logiciel de montage a complètement sauté, ce qui fait que là, on enregistre l'épisode 4 heures avant la sortie potentielle, 3h30. 3h30. Ce qui fait que si vous l'avez vraiment à temps le samedi soir, je tiens à souligner que Constant est le sauveur du marathon, parce que c'est Non. Constant qui m'a dit en fait, on peut réenregistrer, je suis dispo. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Constant qui a sauvé le marathon parce que là, on était dans une sauce et moi, j'étais dégoûté, clairement. Donc, alors ne crions pas victoire trop vite. Peut-être que cet épisode ne sortira pas, peut-être au moment précis. En tout cas, la connexion Internet aujourd'hui a l'air de tenir. Mon mal de tête a l'air d'être un petit peu estompé. Donc, commençons, Constant, avec la présentation de la saison des Warriors. Mais avant de faire ça, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Twitter également pour être au courant des dernières péripéties. J'étais à 2 doigts de tweeter Constant, pas d'épisode aujourd'hui, était venu tel le sauveur sauver le marathon. Donc allons-y, Constant, je suis de bonne humeur. Refaisons la saison 2023-2024 des Warriors. C'est la première partie de la trame de ce format. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre? Constant, tu me l'avais fait dans la première. On est obligé de remonter un peu plus loin. On ne peut pas juste commencer mi-novembre si on parle de cette saison des Warriors. Oui, tout à fait, puisque là, si tu es de bonne humeur, tu vas vite perdre ton sourire quand on va faire le résumé de cette saison des Warriors, parce qu'effectivement, il faut remonter un petit peu à l'intersaison 2023 pour revenir plus en détail sur ce qui s'est passé du côté de Golden State, avec principalement le départ majeur de Bob Myers, qui est un petit peu l'architecte de cette dynastie des Warriors qui a décidé de partir, peut-être un petit peu influencé par la luxury tax de 163 millions l'an dernier et une luxury tax de 177 millions à payer. On ne parle pas des salaires, on paye bien de ce qui devra payer Joe Lacob, en plus des salaires qui sont déjà très élevés du côté de Golden State, de Bob Myers qui est parti vagabonder du côté de la NFL, il me semble, qui doit être un petit peu plus gentil au niveau du cap space, on va dire un peu plus modulable. Mais toujours est-il que c'est Mike Dunleavy qui a repris les commandes du côté de Golden State avec un changement majeur. Déjà, il y avait la free agency de Draymond Green qui était un élément majeur et aussi, une fois ce détail résolu, le transfert de Jordan Poole en échange de Chris Paul pour assainir les finances en prévision de l'été 2024, donc d'ici quelques mois, puisque Chris Paul a un contrat expirant et que Jordan Poole avait un contrat de 4 ans, donc ça a permis d'assainir les finances, pas tout de suite, mais à l'été prochain, sachant qu'il y a plusieurs incertitudes qui restent, qui demeurent sur l'été des Warriors, notamment le cas Klay Thompson. Déjà, il faut citer la saison des Warriors avant de revenir sur le sportif, le tragique décès de Mijan Milojevic, je vais y arriver, qui est décédé à l'âge de 46 ans dans des circonstances un peu dramatiques. Donc, en termes de saison, ça plombe déjà pas mal la saison des Warriors. Et sur le bilan sportif, c'est une saison assez difficile qui aurait pu être beaucoup plus ratée, on va dire, ou encore plus catastrophique sportivement, hein, je veux dire, que ce qu'elle est en train d'être actuellement, puisque finalement les Warriors sont 10e de la conférence Ouest. On sait maintenant
qu'ils ont quasiment assuré la 10e place alors qu'il y avait un retour en force des Rockets il y a de ça une dizaine de jours, il y a de ça même une semaine, en remportant leur 13e match consécutif face à Houston. J'ai regardé d'ailleurs, il n'y a que les Knicks face aux Pistons, on salue Ilias s'il nous écoute, qui a une plus longue winning streak de victoires consécutives face à un même adversaire. Les Knicks ont gagné leurs 15 derniers matchs face aux Pistons, c'est pas mal. Mais après, voilà, du côté de ces Warriors, c'est un peu une saison qui a été rythmée par l'affaire Draymond Green, les multiples affaires de Draymond Green. C'était un petit peu Martine à la plage. C'était Draymond Green étrangle Rudy Gobert, Draymond Green met des coups de poing à Youssouf Nourkic, Draymond Green fait des signes un peu obscènes au banc des Clippers, Draymond Green se fait suspendre, Draymond Green travaille sur lui-même, fait du développement personnel, etc. Donc, Fait un la saison, podcast aussi. bon, ça c'était déjà le cas l'an dernier, ça pour le coup. Donc voilà, mais Draymond Green, il y a même il y a 2 ans, je crois. Donc voilà, un peu rythmé par Draymond Green, beaucoup de frustration du côté de ces Warriors, la frustration de Klay Thompson qui n'a pas eu un niveau excellent au début de saison, qui a parfois été benché, qui a parfois été critiqué, que ce soit par le coaching staff des Warriors ou par les fans des Warriors. Le cas Andrew Wiggins qui, comme l'an dernier, a quitté le groupe pendant quelques temps pour régler des soucis d'ordre personnel. Ça, plus son niveau de jeu qui n'était pas excellent, l'intégration qui s'est fait un petit peu difficilement, on va dire, avec Chris Paul dans ce groupe. Donc voilà, c'est une équipe qui a connu quelques défaites marquantes cette saison, c'est ce que je disais dans la première mouture de ce podcast, mais selon moi, il y a des victoires ou des défaites qui peuvent influencer le restant de la saison. Je trouve que cette défaite face aux Clippers à la fin novembre, juste avant que les Clippers débutent leur run absolument exceptionnel, où il me semble que les Warriors sont devant de 20, de 21 points pour perdre dans les dernières secondes, et ben ça va influencer selon moi une partie de la saison des Warriors, une partie de la saison des Clippers. Il y a eu d'autres défaites où ils lâchent des gros leads, que ce soit contre OKC, que ce soit une nouvelle fois face aux Clippers il y a de ça un mois. Mais voilà, faut pas oublier que ces Warriors à un moment étaient sur un bilan de 21 victoires pour 25 défaites après une défaite face aux Hawks en prolongation. Il me semble que c'est le match où Stephen Curry met 60 points. Donc voilà, ils sont sur 21 victoires pour 10 défaites depuis, donc il y a eu un petit coup d'accélérateur, beaucoup d'expérimentation au niveau de ces 5 majeurs pour Steve Kerr, et si je conclurais en restant un peu plus sur le positif, je dirais que le bilan très positif, en tout cas l'aspect beaucoup plus positif de cette saison des Warriors, c'est les rookies, avec Brandon Podziemski. On resalue Alan Guillot, on l'a salué plusieurs fois hier, du coup on le resalue encore aujourd'hui, il aura des multiples shout-outs. Brandon Podziemski, donc de Santa Clara, qui s'est très bien intégré tout de suite dans le groupe de ces Warriors jusqu'au point d'arriver finalement à être titulaire sur pas mal de matchs. Et Trey Jackson Davis, fils de Davis, le pivot des Pacers, qui lui s'est intégré un peu plus tard dans la rotation, mais qui prend de plus en plus de place au point d'être le pivot titulaire du côté de ces Warriors en attendant le retour de l'autre point positif cette saison, malgré les discussions d'agents, en tout cas les déclarations d'agents dans la presse, c'est Jonathan Kuminga qui lui a profité de son rôle de starter et qui s'épanouit pleinement sur la seconde partie de saison de ces Warriors en tant que titulaire à l'aile. Donc cette saison des Warriors un petit peu décevant au niveau des résultats collectifs, sur le plan humain vraiment pas facile, que ce soit au niveau du décès de Dylan Mijovic ou de l'affaire Draymond Green, mais une équipe qui reste en course pour la post-saison. Eh bien, résumé une nouvelle fois complet. Constant, plus complet que la première fois, donc je ne pensais pas que c'était possible, mais ça l'est, visiblement. Moi, ce que je t'avais dit la première fois et que je vais te répéter, ce sera ma dernière référence à ce podcast illustre qui sera perdu dans les limbes. J'ai du mal à cerner cette équipe. Sur toutes les équipes qu'on va aborder, toutes les équipes que j'ai abordées personnellement, et ça aurait été le cas même dans les podcasts dans lesquels j'ai pas participé, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette équipe, ou en tout cas à me dire à avoir des certitudes sur cette équipe. Par exemple, on en parlera dans quelques minutes, quel est le meilleur 5 de cette équipe? Je crois savoir, mais je suis pas sûr. J'ai aussi beaucoup de mal parce que dans la manière de théoriser cette équipe, il y a aucun joueur dont c'est la meilleure version actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont en progression et qui s'installent dans le collectif, et il y a des joueurs un peu plus vieux qui, eux, qui commencent à être moins bons. Et puis, dernière chose, j'ai l'impression que cette année, c'est vraiment pour eux la matérialisation de leur double timeline, parce que là, t'as Podziemski qui a un vrai rôle, t'as Kuminga qui a été fluctuant dans son rôle, mais qui, sur la fin de saison, a un vrai rôle. Donc, globalement, je me dis que on est sur une équipe que j'ai beaucoup de mal à cerner pour ça. Dernière chose, pour moi, c'est ça qui rend cette équipe assez atypique actuellement.
c'est qu'elle risque d'avoir un meilleur bilan à l'extérieur. T'en as parlé la dernière fois. Mm. Meilleur bilan à l'extérieur qu'à domicile. Et du coup, j'ai été chercher rapidement avant qu'on enregistre là. C'est assez rare, en fait. Ça arrive pas souvent qu'une équipe ait un meilleur bilan à l'extérieur qu'à domicile. Et pour moi, c'est une espèce de petit symbole du fait que cette équipe, j'ai l'impression que sa saison, elle a commencé très tard et que, ok, elle arrive en play-in, donc forcément, elle a moins de certitude et moins d'assurance que certaines des équipes d'en haut, mais je lui en trouve très peu de certitude, justement. D'autant plus que le bilan catastrophique à l'extérieur, c'était leur point faible l'an dernier. Ils avaient un Mmh. excellentissime bilan au Chase Center, ils avaient un bilan catastrophique à l'extérieur. Souvenez-vous, j'en avais parlé quand on avait fait la preview de playoff face aux Kings. Alors, ils ont quand même remporté la série de playoff face aux Kings. D'ailleurs, ils remportent 2 matchs de suite à l'extérieur en playoff, mais il me semble que les Warriors ont dû attendre le dernier match de la saison régulière pour gagner 2 matchs consécutifs à l'extérieur sur l'intégralité de la saison régulière 2022-2023. Donc effectivement, c'est un changement de paradigme qu'il y a pu avoir du côté des Warriors cette saison. Je rajouterais juste un petit point en disant que malgré, tu vois, tu parlais du fait qu'on n'était pas sur la meilleure version d'aucun des joueurs de Golden State. Pour les joueurs vétérans, c'est vrai. Je rajouterais quand même un tout petit axe sur le fait que Draymond Green, lorsqu'il n'est pas suspendu, est quand même sur sa meilleure saison en pourcentage de réussite à 3 points depuis 2015-2016. Ça fait 8 ans. Mmh. Il a 37% de réussite alors qu'il était en dessous des 31% toutes les saisons qui ont suivi 2016, sachant que le volume est à 2,3, donc c'est quasiment le même volume que sur ces 8 dernières années. Donc voilà, Draymond Green qui, entre 2 suspensions, est quand même un élément important de ces Warriors, mais effectivement, on est sur une équipe qui sent un petit peu le baroud d'honneur. En tout cas, tu sens que Mmh. l'an dernier, il y a eu un espèce de prolongement parce qu'il y a eu une série de playoffs remportée, mais là, ça commence à faire beaucoup. Et même au niveau de l'émotionnel, tu sens que Stephen Curry, il y a quelque chose où on voit le match face à Orlando où Draymond se fait exclure parce qu'il se prend 2 techniques en 30 secondes. C'est toujours le problème Draymond, où tu vois que Stephen Curry, il y a une espèce de pression. En tout cas, il y a une espèce d'ombre qui plane sur ces Warriors c'est peut-être la dernière année qui font qu'ils essayent de tout faire pour rendre cette dernière année moins triste que ce qu'elle peut être actuellement. Eh bien, Constant, commençons avec les points faibles. Et tu m'as donné une petite ouverture parce qu'effectivement, on va toujours faire très long parce on commence à faire très long dans ces previews. Mais je t'avoue que j'ai toujours un œil sur notre logiciel de montage parce que là, je tremble un petit peu vis-à-vis de cet enregistrement. Donc, commençons avec les faiblesses. Tu en as parlé. Draymond, baroud d'honneur, Draymond, Clay et Curry. Et ce dont tu veux parler, c'est justement pour ce trio historique le fait qu'actuellement, le net rating et l'efficacité quand ils sont sur le terrain n'est pas optimal par rapport aux autres contenders, aux autres cadors à l'Ouest. Bien sûr, mais c'était une de leurs qualités l'an dernier, souvenez-vous, c'était malgré les blessures, malgré les blessures de Stephen Curry, malgré les absences potentiellement d'Andrew Wiggins, il me semble qu'ils avaient le meilleur four-man line-up parmi un échantillon assez élevé de possession de toute la NBA l'an dernier. Si vous prenez le net rating du trio Curry, Clay et Draymond sur les matchs où tous les trois ont joué, lorsque les trois sont ensemble sur le parquet l'an dernier, sur la 2022-2023, leur net rating est de 8,01, c'est-à-dire que c'est un très bon net rating, tu commences à te rapprocher, par exemple, si on ramène le net rating des Warriors, là, de ce trio au net rating d'une équipe cette saison, il serait deuxième derrière Boston, par exemple. Sauf que le problème, c'est que cette continuité, en tout cas cette capacité du trio à toujours être aussi fort lorsqu'ils sont ensemble sur le parquet, elle est plus présente cette année, puisqu'on est passé de 8,01 cette année à l'an dernier à 2,66 cette année. Alors effectivement, je tiens à préciser aussi, j'avais déjà précisé dans le premier podcast, et c'est la dernière fois que je le mentionnerai aussi, c'est effectivement le même point que j'ai souligné pour le Magic avec Paolo Banchero et Franz Wagner, mais moi, ça reste quand même important de voir est-ce que tes meilleurs joueurs sont capables de dominer sur le parquet lorsqu'ils sont ensemble sur le parquet et de moins te reposer sur le banc parce qu'on sait qu'en configuration playoff, tu auras beaucoup plus tes titulaires et beaucoup moins d'opportunités d'outscorer l'équipe adverse via des minutes sur le banc. Donc du coup, j'ai comparé ce net rating des Warriors face aux autres duos, aux autres trios des équipes de la conférence Ouest qui se trouvent devant eux. Et c'est le trio de joueurs ou le duo de joueurs avec le net rating le plus faible du top 10 de la conférence Ouest. Parce que si on prend le duo Sabonis-De'Aaron Fox, ils sont à 2,79, c'est au-dessus des Warriors. Si on prend le trio LeBron-Anthony Davis, c'est au-dessus à 3,66, alors même que le duo LeBron-Anthony Davis est moins fort cette année
que l'an dernier lorsque les deux sont ensemble sur le parquet. Si on prend le trio, tu en avais parlé dans l'épisode sur les Suns, KD, Bill, Booker du côté des Suns, ils sont à 6,61. Si vous prenez le duo Brandon Ingram, Zion Williamson du côté des Pels, ils sont à 3,27. Si vous prenez le duo Kyrie Irving, Luka Doncic du côté de Dallas, ils sont à 8,21. Dallas qui a un net rating très élevé lorsque les deux sont sur le parquet. Si vous prenez le rating du trio magique des Clippers pendant 2 mois, à savoir James Harden, Paul George et Kawhi Leonard, ils sont à 9,76. Là, on est sur le très haut de la ligue. Si vous prenez le rating du trio Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams, du côté du Thunder, on est à 11,23. Là, on est au-dessus de ce que peut faire Boston collectivement. Ils sont même à un niveau où il n'y a que finalement certains joueurs de Boston qui ont un net rating plus élevé. Et Nikola Jokic, Jamal Murray, évidemment, qui sont à 14,43 du côté de Denver. Donc, c'est plutôt rassurant pour les Nuggets en prévision des playoffs. Et si on prend l'équipe qui, pour l'instant, est leader de la conférence Ouest, à savoir les Wolves, avec le trio Gobert, Towns, Edwards, ils sont à 7,98. Donc, il y a quand même une majeure différence cette année entre la capacité du trio à outscorer les équipes sur le parquet et la capacité qu'ils avaient l'an dernier à outscorer les équipes lorsque les trois sur le parquet. La preuve étant que si on prend les line-up les plus utilisés par Steve Kerr, la line-up la plus utilisée, c'est la Curry, Podziemski, Aaron Wiggins, Andrew Wiggins, Aaron Wiggins, c'est OK ici, Jonathan Kuminga et Draymond Green. Et ils sont leur net rating, enfin, le rating de cette line-up est dans le 74e centile, donc c'est très élevé. Par contre, si vous prenez la line-up qui était exceptionnelle l'an dernier des Warriors, à savoir la Curry, Clay, Wiggins, Draymond et Kevin Looney, ce n'est que le 24e centile. Donc, ça montre un certain déclassement de ce 5 magique, en tout cas de ce quatuor magique qu'il y avait du côté de Golden State l'an dernier. Et c'est là où, selon moi, on est sur la première année où ils ont eu besoin de Jordan Poole sur leur run de playoff. Ils ont eu besoin de manière sporadique de joueurs plus jeunes et qui sont pas dans la même timeline. Mais là, ils ont vraiment, vraiment besoin de leurs jeunes joueurs. Et pour moi, ça s'illustre comme ça parce que, comme tu l'as dit, Constant, dans cette quête du meilleur 5 des Warriors, je suis pas sûr que le meilleur 5 des Warriors inclut les 3 légendes du club et la légende que je pourrais mettre de côté, ça serait peut-être Klay Thompson. Alors je sais que c'est un peu un crime de lèse-majesté, mais il y a un monde dans lequel tu peux défendre le fait que Klay Thompson n'est pas dans le meilleur 5 des Warriors actuellement avec des notions de défense ou des notions de capacité à défendre le point of attack dont on va parler un peu plus tard. Donc ça, c'est assez intéressant et comme tu l'as dit, Constant, il y a aussi ce fait de c'est pas tellement un défaut pour toi d'avoir mis ça en avant sur 2 équipes qui ont ce même défaut-là parce que en playoff, tes superstars vont jouer énormément. Donc si elles dominent, c'est tout bénef. Et justement, il y a un espèce de rapport avec les équipes qui ont un très fort net rating sur 2-3 joueurs. Vous allez voir que plus on va s'acheminer vers la fin des previews, plus on va parler de Boston, des Nuggets, d'OKC et même d'une certaine manière des Bucks qui rentrent un peu dans cette catégorie quand Chris Middleton joue. Globalement, toutes ces équipes-là, ce sont des équipes qu'on met un peu plus au-dessus parce que leur trio, leur duo apportent des garanties. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Constant? Est-ce qu'on peut avancer vers le point suivant, à savoir les rebonds offensifs? Ouais, non, mais je vais conclure rapidement sur ça en disant que j'ai pas poussé le vice jusqu'à aller chercher les line-up des 2 meilleurs joueurs des équipes championnes chaque année, mais globalement, tu n'es pas champion avec tes 2 meilleurs joueurs ou tes 3 meilleurs joueurs qui ont un rating de plus 2 sur l'intégralité de la saison régulière, hormis miracle d'équipes bas de tableau, mais finalement des équipes championnes en étant 5, 6e, ça arrive que très rarement. Je pense que même le Heat l'an dernier, du haut de son 8e seed, devait avoir des meilleurs ratings avec Bam et Jimmy Butler ensemble sur le parquet. Donc, c'est bien de pas couler lorsque tes meilleurs joueurs ne sont pas sur le parquet, c'est ce qui a permis notamment à Denver d'être champion l'an dernier, mais c'est quand même encore mieux de dominer lorsque tu as ces meilleurs joueurs sur le parquet. Eh bien, enchaînons, Constant, avec l'énorme dépendance au rebond offensif. Là encore, on est sur une quasi-anomalie parce qu'actuellement, au moment où on enregistre les Warriors, alors en fait, je dis au moment où on enregistre, mais vous allez l'entendre dans 2 heures. Donc, actuellement, les Warriors sont 3e en pourcentage de rebond offensif. Et ça, c'est une dépendance qui est assez nouvelle chez les Warriors. Constant, historiquement, c'est pas une équipe qui avait basé une partie de son rendement offensif sur cet aspect-là.
Oui, bah, pour parler du rebond offensif, pour amener plus largement sur le jeu des mathématiques et sur le jeu de la possession. Parce que quand on parle du jeu des mathématiques, on pense, ou en tout cas moi je pense, au fait de prendre plus de 3 points que l'adversaire. Et du coup, vu que tu prends plus de 3 points, tu pars avec un avantage mathématique sur l'équipe adverse. Si on prend ce théorème, les Warriors, c'est la troisième équipe qui rentre le plus de 3 points de toute la NBA. Ils sont à 14,7 3 points inscrits par match. Sauf que ce problème est lié, enfin, cet avantage, on pourrait dire, les Warriors débutent avec un avantage mathématique, puisque si on prend les équipes adverses, ne mettent que 13,23 points par match face aux Warriors. Donc, ils débutent en gros avec 4 points d'avance sur l'équipe adverse. Sauf que, si on compare au niveau des lancers francs, les Warriors réussissent 15,7 lancers francs par match. Ils sont 23e, là où les équipes adverses réussissent 18 lancers francs par match. Ils sont 9e. 9e en partant de la fin, bien sûr. Donc, sur ces 4 points, il y en a déjà 2,3 qui sont réduits. Donc, finalement, tu arrives sur 1,3 points, 1,7 points d'écart, donc un écart quasi nul. Sauf que ces Warriors, sur le jeu de la possession, du coup, ça m'amène sur le jeu de la possession. Le jeu de la possession, c'est avoir plus de possession que l'équipe adverse. Comment tu peux avoir plus de possession que l'équipe adverse? Rebond offensif, turnover. Sauf que les Warriors sont une équipe qui perd énormément de ballons. Ils sont 22e au turnover pourcentage, donc c'est la 8e équipe qui perd le plus de ballons en termes de fréquence. Et ils ne sont que 23e chez les équipes adverses au pourcentage de turnover. Donc c'est la 8e équipe qui perd le plus de ballons et c'est la 7e équipe qui en provoque le moins chez les équipes adverses. Comment ils compensent cette perte énorme, sachant que les Warriors sont une très mauvaise défense de transition? Comment ils le compensent? Avec des rebonds offensifs, comme tu l'as dit, comme ils sont troisième. Je sais que certaines équipes en playoff, on l'a vu notamment l'an dernier avec les Cavs, où New York a beaucoup insisté là-dessus, peuvent se faire sanctionner sur leur incapacité à sécuriser le rebond défensif. Mais je suis quand même sceptique dans la mesure où ces Warriors, en fait, j'ai du mal avec le principe où les Warriors, leur avantage mathématique ou leur avantage au niveau de la possession ne repose que sur la capacité à mettre plus de 3 points, sur la capacité à être rebondé, à prendre plus de rebonds que l'équipe adverse. Donc, c'est ça qui me frustre un petit peu. On pourrait se dire que comme c'est la troisième équipe qui met le plus de 3 points, ils partent avec un avantage mathématique en cas de match-up, je sais pas, face aux Wolves, face aux Nuggets, face à OKC, qui, malgré le fait que ce soit 3 équipes qui soient dans le top 3 de la conférence, sont pas les équipes qui prennent le plus de 3 points et qui marquent le plus de 3 points. Cet écart et cette avance est annulé par le fait que ils donnent beaucoup de lancers à l'équipe adverse, ils y vont peu sur sur la ligne des lancers, ils sont 28e au free throw rate en attaque, et surtout, ils perdent énormément de ballons, ce qui était un vilain défaut des Warriors depuis le début. Les Warriors sont assez généreux en perte de balles, mais comme tu n'as pas, on va dire, ce niveau supplémentaire en attaque sur le tir à 3 points ou sur la capacité tout simplement à marquer sur des paniers, c'est un truc qui est pénalisant, qui peut expliquer leur saison un peu ratée, en tout cas leur saison moins bonne que ce qu'on aurait pu prévoir. Il y a deux trucs. Première chose, pour te rejoindre là-dessus, si on fait un espèce de comparatif avec New York, si on met en avant le point de New York qui avait insisté là-dessus, il y a une différence majeure selon moi, c'est que New York, ça avait été illustré par un peu Mitchell Robinson, qui avait été extrêmement dominant dans la série. En fait, quand tu regardes les rebonds des Warriors, quand tu analyses un peu les statistiques, tu vois les matchs, les rebonds ne viennent pas forcément. C'est pas Draymond Green qui prend 14 rebonds offensifs. C'est Pozinski, c'est beaucoup du travail des ailiers. Bien évidemment, Kevin Looney est un mec qui peut prendre beaucoup de moissons et Jackson Davis aussi. Mais il y a une question de capacité à refaire ça en playoff. Voilà. Si Draymond Green joue beaucoup en playoff, Draymond Green, si tu le fais jouer sur un poste 5, est-ce que tu auras vraiment ce rendement en termes de rebond offensif? Première chose. Deuxième chose, et on en avait parlé aussi. Ah, j'en ai reparlé. On en avait parlé dans le premier. Pour moi, c'est un peu la conséquence d'une équipe qui drive très très peu. Les Warriors drive très peu. Ils sont 29e en NBA dans cette stat-là. Et on va dire que les actions rémunératrices en termes de lancer franc, ce sont pas des actions qui vont faire les Warriors. Alors, encore une fois, quand historiquement, tu as un shot-making flamboyant, tu peux te permettre ça. Tu peux te permettre de pas être sur du lancer franc parce que tu as d'autres moyens de trouver des points. Le fait étant actuellement que quand on regarde les statistiques en termes de drive et même de capacité à provoquer sur le drive, leur pourvoyeur de faute, c'est Kuminga, Wiggins
et un peu Steph, mais Steph drive tellement peu que c'est même pas tellement significatif. Mm. Podzinski, par exemple, est un joueur qui a un des joueurs les moins bien classés en NBA. Il est dans le 17e centile en termes de fautes provoquées sur les drives. Donc, je suis assez d'accord avec toi, Constant. Moi, j'ai deux questions. C'est déjà, est-ce que c'est un bon équilibre et est-ce que c'est un équilibre qui va perdurer en playoff actuellement? Ah, il y a plusieurs choses dont tu as parlé déjà sur une équipe qui va pas au cercle, j'y reviendrai tout de suite, mais mentionné, tu vois, tu parlais de qui sont les joueurs qui provoquent des fautes. Bah, si vous prenez le free throw rate plus, donc le ratio lancé franc pour tir tenté, euh, plus donc ramené à 100, sachant que 100 c'est la moyenne NBA, si vous êtes en dessous, vous faites moins bien que la moyenne NBA, si vous êtes au-dessus, vous faites mieux que la moyenne NBA. Parmi les joueurs de rotation des Warriors, les trois seuls joueurs, non, oui, c'est ça, les trois seuls joueurs qui font mieux que la moyenne NBA au Free For Ride Plus, Trey Jackson Davis, Kevin Looney, donc deux joueurs sur le même poste, Jonathan Kuminga, c'est tout. Andrew Wiggins, Stephen Curry, Moses Moody, Draymond Green, Brandon Podzinski, tout le monde est en dessous. Et il y en a même qui sont très 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 en dessous, puisque comme tu l'as dit, Pods est à 55 de Free For Ride Plus, donc 45 de moins que la moyenne NBA. Chris Paul est à 51, Klay Thompson est à 48. Et tu as parlé aussi t'as parlé aussi du shot making. Bah oui, le shot making était très fort pour les Warriors il y a de ça quelques années, mais si on prend leur pull-up et qu'on le ramène à l'EFG, donc l'EFG, pour expliquer une nouvelle fois, c'est le 2 points et le 3 points comme le pourcentage au tir, mais le 3 points pondéré pour donner un résultat un peu plus juste d'un point de vue mathématique, et ben ils sont dans le milieu du paquet, ils sont à 47,5 de FG sur les tirs en pull-up, donc ça fait beaucoup de points où je suis un petit peu inquiet. Et comme tu l'as dit, c'est une équipe qui fait peu de drive, malgré le fait que ce soit l'équipe qui fasse le plus de cuts. Donc, on est plus sur des situations où tu vas te projeter au cercle avec des mouvements off-ball, que ce soit avec Brandon Podzinski, avec Jonathan Kuminga ou avec Trey Jackson Davis, qui sont des excellents joueurs sur cut et qui sont parmi les joueurs qu'on font le plus pour les Warriors. Donc, quand tu fais le plus de cuts pour les Warriors, c'est parmi les joueurs qui font le plus de cuts de toute T'en la fais beaucoup. NBA. Et en fait, il y a ce point, effectivement, qui, moi, m'inquiète un petit peu du côté des Warriors, parce que tu en as parlé, il y a très peu de drive, il y a très peu de tirs au cercle. Ils sont derniers en fréquence de tirs tentés près du cercle, ils sont à 28%, donc on est à un tout petit peu plus d'un tir sur 4 tenté qui est un tir près du cercle. Miami est 29e, Dallas est 28e, Boston est 27e. Et si tu prends l'efficacité près du cercle, ils sont 5e. C'est la 5e meilleure pourcentage de réussite sur les tirs près du cercle. Donc ils en prennent très peu, mais ils les réussissent. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans des éventuelles confrontations, que ce soit de play-in ou que ce soit de play-off, parce que finalement, on voit que les Warriors, ils vont terminer 10e. Donc imaginons, ils passent 2 tours de play-in, ils jouent face au first seed qui sera soit OKC, soit Minnesota, soit Denver. Et ben, vous prenez la défense près du cercle de ces équipes en termes d'efficacité. OKC, meilleure défense sur le cercle de toute la NBA. Minnesota, troisième meilleure défense sous le cercle de toute la NBA. Denver, septième meilleure défense sous le cercle de toute la NBA. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que ils n'ont pas de lancer. Ils ont très peu de tirs près du cercle qui sont efficaces, mais face à ces équipes-là en playoff, ils vont perdre fatalement en efficacité parce que ces équipes-là, toute la saison, face à tout type de configuration, tout type d'intérieur, ont montré qu'ils étaient capables de stopper les attaques adverses près du cercle. Donc, il va y avoir un espèce de trou gigantesque au niveau du scoring, sur plusieurs axes de scoring, sur plusieurs points du scoring. Vous va être obligé de compenser par une espèce de surabondance mathématique, entre guillemets, où ils vont devoir tirer beaucoup plus à 3 points que l'équipe adverse, ou alors prendre un nombre de rebonds offensifs beaucoup plus important que l'équipe adverse. Donc, est-ce que ça va tenir en playoff au niveau du rebond off? Je sais pas, parce qu'ils ont quand même montré tout au long de la saison qu'ils étaient capables de le faire, à voir aussi en fonction des line-up, hein, parce qu'on a vu que Steve Kerr, tout au long de la saison, a testé quelques line-up avec 3 guards, avec parfois Chris Paul, Curry et Podziemski ensemble, avec un petit peu de Moses Moody aussi. On a vu que ça marchait pas très bien, surtout défensivement. Voir quel type de line-up va être tenté par Steve Kerr. Je suis plutôt confiant sur la capacité à reprendre des rebonds offensifs, mais c'est plus vraiment ce jeu de la possession et cette absence de fréquence près du cercle, plus une adversité en cas de rencontre au premier tour de playoff très forte, où je me dis il va y avoir beaucoup de manquements à combler par le rebond off en attaque.
Eh bien, enchaînons sur le troisième point, Constant, parce qu'il rejoint un peu ça. On peut s'accrocher à quelques-uns des éléments que tu as mis en avant pour parler de cette troisième faiblesse dont tu voulais justement parler. C'est le déficit de taille et le déficit athlétique. Parce que, effectivement, on peut se projeter avec ces Warriors. Ils sont 10e, ils doivent passer. C'est un peu le cas qu'on avait eu avec les Bulls en début de marathon. Du coup, où les Mm. Bulls étaient 10e. Et en gros, les Bulls étaient 10e, oui, c'est ça. Et en gros, on pouvait se projeter sur un éventuel match-up avec Boston, parce qu'en gros, c'est la seule issue. Là, on peut se projeter sur 3 équipes, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on se projette avec ces 3 équipes, moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup regarder les Wolves, du coup, en les préparant. Le Wolves Warriors, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Towns y joue, Gobert, contre les Warriors qui sont assez sous-dimensionnés, c'est un peu inquiétant, Constant. Et je pense que c'est ça dont tu voulais parler, c'est qu'ils n'ont pas l'air armés physiquement face à certains de leurs futurs match-up. Oui, ils ont pas l'air d'être armés physiquement. C'est ce dont tu avais parlé lorsque tu avais fait le podcast sur les Suns. C'est vraiment la défense de l'axe 1-5 qui, moi, m'inquiète particulièrement dans le sens où, tu vois, tu as parlé des Wolves en disant que les Wolves, effectivement, ont plus de longueur, ont plus de taille, ont plus de physicalité, ont plus d'intensité, mais finalement, quelles sont les équipes de toute la NBA qui sont plus longs, plus physiques, plus athlétiques que les Wolves? Il n'y en C'est a vrai. pas tant que ça. Donc voilà, même, mais c'est plus sur cet axe 1-5 qui moi m'embête parce que finalement, pour défendre des ailiers, ils ont plutôt, en tout cas, ils n'ont pas des défenseurs élites, mais ils ont des défenseurs physiques, athlétiques, nombreux avec de la longueur. C'est-à-dire que en cas de potentiel play-in face aux Lakers, par exemple, parce que là actuellement les Lakers sont 9e à égalité avec les Kings. Je pense qu'ils passeront devant les Kings vu la dynamique des deux équipes, mais mettons qu'il y a un 8-9, puis de toute façon, si les Lakers ne gagnent pas le premier match de play-in, potentiellement tu peux avoir un Lakers Warriors en deuxième match de play-in, le vainqueur se qualifie en play-off et récupère ce seed 8. Ils ont du Draymond Green, ils ont du Jonathan Kuminga pour embêter, on va dire, LeBron. Même si on a vu que sur les 4 confrontations face aux Warriors, je suis pas sûr que LeBron joue tous les matchs. Il y a ce fameux match en double overtime. Il me semble, alors il y a un game winner, enfin presque game winner de Stephen Curry qui est ensuite battu par LeBron pour le vrai game winner ce coup-ci, qui était un des meilleurs matchs de la saison. Mais par contre, contre Anthony Davis, bah, ils ont aucune solution en fait. C'est que c'était un point qui était déjà un petit peu une de leurs faiblesses l'an dernier lors de la match-up face aux Lakers. C'est vraiment Anthony Davis qui, sur la défense du post-up d'Anthony Davis, avait fait beaucoup de mal à ses Warriors. Moi, j'ai un peu peur que si jamais ils veulent se parer face à une défense, face à Anthony Davis ou face à un Nikola Jokic, potentiellement, s'ils viennent à se qualifier en playoff, ils mettent soit du Draymond Green au poste 5, donc du coup, Draymond Green un peu moins impactant, un peu moins disruptif, un peu moins free safety dans les schémas défensifs Warriors, beaucoup plus sur l'homme, donc beaucoup moins mobile, ou ils mettent du Kevin Looney ou du Trey Jackson Davis, mais pour mettre un rookie soit sur Anthony Davis, soit sur Nikola Mmh. Jokic, il faut avoir énormément confiance, malgré tout le bien que je peux penser de Trey Jackson Davis. Donc sur ça, ça m'embête un petit peu, surtout que s'ils viennent à mettre Kevin Looney, pour moi, ils perdent quand même beaucoup de spacing en attaque, même si Trey Jackson Davis en soi n'est pas un floor spacer, mais on va dire qu'il est plus mobile, il est plus vertical, il amène un peu plus de choses sur pick and roll que Kevin Looney. Et c'était déjà un point qui avait fait mal à ces Warriors, l'absence de spacing l'an dernier. Et j'ai l'impression que ce spacing, il est encore moins élevé cette année du fait notamment de l'intégration et du temps de jeu beaucoup plus élevé de Jonathan Kuminga, qui n'est pas un bon tireur à 3 points, et de certaines pertes qu'il y a eu lors de l'off-season, notamment Jordan Poole et surtout Dante DiVincenzo, qui est parti s'éclater du côté des Knicks. Donc ça, c'est pour l'axe 5, et pour l'axe 1, la défense sur le point of attack. Alors oui, j'aime bien Gary Payton, mais sur les profils défensifs, on est sur soit Stephen Curry, qui est un peu un joueur qui se fait cibler sur des mismatchs ou sur des situations de suite cette saison, parce que même si Curry a toujours été un défenseur honnête, voire bon sur certaines séquences et sur certaines années, j'ai l'impression que cette saison, il accuse vraiment le coup physique, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense, le poids des années, le poids du kilométrage. Ou alors, tu arrives sur du Brandin Podziski qui, malgré son 1m96, est un joueur qui joue plus petit de sa taille, je trouve, moi, hormis sur quelques situations de rebond offensif, mais en tout cas en défense, qui pour moi défend plus petit que sa taille. Donc face à des meneurs hyper explosifs, type d'Aaron Fox, s'il se retrouve à aller jouer sur une confrontation 9-10, ça va être très difficile. Jamal Murray, s'il se retrouve face à jouer face aux Nuggets au premier tour de playoff, peut-être que Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander, qui sont des joueurs, allez,
Edwards est beaucoup plus explosif que chez Gilgeous-Alexander, mais qui sont des joueurs un peu plus statiques, on va dire, beaucoup moins rapides sur le premier pas, ça va être difficile. Et si tu arrives dans une confrontation de play-in, de deuxième match de play-in, eh ben, si les Suns sont encore dans la conversation, comment vas-tu faire face à Devin Booker aussi, qui est un profil qui est pas beaucoup plus explosif, qui est moins explosif sur le premier pas qu'un De'Aaron Fox, mais qui peut quand même poser problématique à ces Warriors. Donc, cet axe 1-5, moi, m'inquiète beaucoup. Et je trouve que soit ils n'ont pas de solution dans le personnel pour faire ça, soit les solutions vont cruellement les handicaper de l'autre côté du terrain. Que dire, Constant? Tu as tout fait. Non, que dire? Non, moi, je te rajoute. Alors, moi, ce sera beaucoup moins dans l'analyse. Ironiquement, on en parlait avant d'enregistrer cette fois-ci et la fois d'avant. Pour moi, ils sont taillés pour défendre l'Est. C'est-à-dire qu'ils sont taillés pour défendre les équipes de l'Est avec la ribambelle d'ailier de l'autre côté des États-Unis. Ils auraient pu mieux défendre. Mais là, tu l'as dit, c'est une faiblesse qu'on avait déjà vue l'année dernière dans le match dans la série de playoffs contre De'Aaron Fox et les Kings, dans les années précédentes face à Ja Morant qui avait fait un chantier mais monstrueux contre eux. Et effectivement, les profils, bon, on va me dire les profils à Jokic sont inarrêtables. Oui, mais au moins, il faut que tu aies les Américains, ils disent un body, genre, il faut que tu aies un truc à mettre contre lui qui fait à peu près la même taille, quoi. Ils éviter de refaire ce qui s'est passé sur la série Phoenix-Denver de l'an dernier, par exemple. Très, très bon exemple. Voilà, typiquement. Éviter ce genre de choses, ils ne peuvent pas. Et c'est vrai que c'est là où, sur le point of attack, c'est pas un truc qu'ils ont solutionné. Ils ont pas solutionné aussi en défense. Moi, je serais terrifié à l'idée de mettre un rookie parce qu'en plus, c'est pas seulement des joueurs dominants, c'est des joueurs dominants top 5 DH20 ou top 10 DH20, là, les deux que tu m'as cités. Donc, sur un match-up on a vu des séries d'Anthony Davis qui écrasent son vis-à-vis. Ça existe. Donc, je serais extrêmement d'accord avec toi et je trouve ça extrêmement parlant que deux équipes potentielles du play-in à l'ouest aient ce problème-là. Parce que c'est exactement le même problème, shout out à Amine, dont on avait parlé avec les Suns qui ont cette faiblesse 1-5. Donc, très, très, très inquiétante. Constant. On a été négatif pendant presque 40 minutes. Même, c'est une deuxième take, donc on est là, on est chaud bouillant. Tu es chaud bouillant. Le motif d'espoir. Parce qu'on a un peu tout dézingué quand même, parce qu'on a dézingué le côté athlétique, les rebonds offensifs, est-ce que c'est une stratégie viable, la capacité, les trois, est-ce qu'ensemble ils sont vraiment bons? Que peux-tu dire pour apaiser le cœur des fans des Warriors, Constant? Attends, j'ai pas encore parlé de Stephen Curry parce que c'est un peu, on en parlera après, tu vois. En fin de podcast, quand tu me diras Constant, as-tu des choses à rajouter, je parlerai vite fait de Stephen Curry parce que il faut quand même le mentionner parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces Warriors. C'est une des équipes sur lesquelles il y a le plus de choses à dire. Un joueur, enfin, l'importance d'avoir le meilleur joueur sur la série. J'en parlerai quand on fera le plafond plancher. Voilà, petit teasing. Non, le motif d'espoir, pour moi, c'est le clutch, parce que les Warriors, alors, ils ont joué un match supplémentaire dans le clutch, du coup, par rapport à hier. Du coup, ils sont seuls leaders au nombre de matchs joués dans le clutch cette saison par rapport à hier, avec 45. Hier, ils étaient en bilan à l'équilibre, ils étaient en 22-22. Là, avec le game winner de PJ Washington, ils sont en 22-23. Alors, ça a l'air très négatif de la manière dont je le décris, mais pour moi, c'est plutôt positif dans le sens où ces Warriors ont joué énormément de matchs dans le clutch et non pas que je considère que amener les équipes dans le clutch pour espérer gagner soit une stratégie viable, tout comme je considère que ne pas jouer un certain nombre de matchs dans le clutch durant une saison soit pas forcément un élément positif. On revient à ce qu'on a dit tous les deux sur les Pels. Je trouve que face à toutes les équipes, en fait, et notamment les équipes du haut de tableau, ils ont réussi à jouer des matchs qui se sont terminés dans les dernières minutes. Face aux Wolves, il y a de ça quelques semaines, ils ont perdu le match, mais match qui s'est joué dans les dernières minutes. Face à OKC, il y a eu 4 matchs face à OKC, 3 joués par Stephen Curry, 3 joués par Shai Gilgeous-Alexander. Sur les 3 que joue Curry, il y en a 2 qui vont en overtime, remportés par OKC, et le troisième, qui est le premier de la saison entre OKC et Golden State, remporté sur un goaltending de Draymond Green. Vous reverrez l'action, mais il y a un lay-up de Stephen Curry, mais il y a un goaltending de Draymond Green. Et face aux Nuggets, ils ont aussi réussi à les amener dans le clutch avec notamment ce game winner de Nikola Jokic depuis quasiment le milieu du parquet. Donc, que ce soit face à OKC, face à Denver, face à Minnesota, qui seront potentiellement leurs adversaires au premier tour, ils ont réussi à arriver dans des situations de matchs serrés. Donc pour moi, c'est un peu un motif d'espoir dans le sens où
Tom avait beaucoup parlé des Kings, par exemple, qui sont une équipe, enfin les Kings, qui est une équipe qui s'ajuste beaucoup au niveau de l'adversaire. Sauf que j'ai pas le souvenir d'avoir vu les Kings autant accrocher Denver, autant accrocher Minnesota, autant accrocher OKC sur des situations de match serré. Alors, il y a peut-être des matchs où, notamment Sacramento, qui a réussi à battre OKC, ce que n'ont pas fait les Warriors, hors situation match serré, où Sacramento profite largement du post-up de Domantas Sabonis, mais c'est un peu le motif d'espoir pour ces Warriors. Je me dis, face aux grosses équipes, ils ont été capables, et je rajouterai deux dernières équipes en cas de confrontation pour le play-in. Les Lakers, j'en ai parlé, double overtime, donc situation de match serré. Les Suns, beaucoup de matchs serrés sur les 4 confrontations. Je vais juste rajouter quelque chose. Alors, c'est vrai que le clutch, c'est à double tranchant. Comme tu l'as dit, en avoir trop joué, quand tu en joues beaucoup, regarder les équipes qui en ont beaucoup joué, c'est pratiquement toutes les équipes qu'on a au play-in d'un côté ou de l'autre. Chicago on a beaucoup joué, Atlanta on a beaucoup joué, Miami on a beaucoup joué, bon on ne sait pas encore s'ils y seront, et Golden State on a beaucoup joué. Donc c'est un peu symptomatique d'une équipe de milieu de tableau d'être beaucoup dans ces matchs serrés. Là où je te rejoins, parce que c'est un élément, le clutch dont on parle beaucoup dans ces épisodes, mine de rien, c'est la capacité en ayant des connecteurs des Warriors à trouver des solutions en fait. Ce qui est un peu caricatural dans beaucoup d'équipes qui ont ces difficultés-là dans le clutch, c'est-à-dire de s'emmurer dans de l'ISO ou dribble 25 secondes. Bon, c'est un peu trop même, 25 secondes. Eh bien, du côté des Warriors, il y a cette capacité à travailler sur les cuts, à plus travailler dans le jeu, et je pense que c'est ça qui leur offre cette capacité à être une équipe qui, sur du clutch, peut faire valoir certaines choses. En plus d'avoir un des meilleurs joueurs sur pull-up, même si cette année, on va y revenir, c'est peut-être un peu plus difficile, d'avoir un mec sur pull-up qui, avec une telle gravité, va terrifier n'importe quelle défense et les oblige à toujours avoir un coin de l'œil sur lui, quitte à, du coup, faciliter les cuts pour ses coéquipiers. Pardon. Donc, je te rejoins là-dessus, c'est plutôt positif pour eux. Et puis, je pense aussi qu'il y a, alors je sais là, c'est pas très intelligible, mais il y a le truc d'être déjà passé par là. Je veux dire, si on reparle du trio, je pense qu'un match de saison régulière au couteau ou même une série de playoffs au couteau, ils en ont vu d'autres. Donc il y a ce côté aussi expérience qui est assez intéressante de leur côté. Constant, on va avancer. On va parler de ton joueur clé avant que je te laisse le mot de la fin. Et sur le mot de la fin, je te laisserai en freestyle. Il y a plafond plancher avant. Plafond plancher. Il y a plafond plancher où tu peux faire aussi un freestyle, c'est vrai. Ton joueur clé, on en a déjà un petit peu parlé. On était un peu obligé, sinon il m'aurait envoyé un message. Brandin Podzinski. Pourquoi c'est ton joueur clé? Parce que on en est à l'épisode numéro 13. C'est la première fois qu'on met un rookie joueur clé. Oui, en attendant Chettelgrim pour le prochain épisode sur OKC, puisque c'est moi qui fais OKC, donc je peux déjà vous spoiler que le joueur clé ce sera Chettelgrim. Mais voilà. Non, je voudrais parler de Monsieur Brandin Podzinski dans le sens où c'est un joueur clé selon moi parce que avec Stephen Curry qui a complètement délaissé le playmaking cette saison, lui, Draymond Green et Chris Paul, sachant que Chris Paul a un temps de jeu bien moindre que les deux autres, c'est celui qui fait le lien avec avec tous les profils de l'effectif, dans le sens où il peut faire du playmaking pour des situations off-screen de Draymond et de Klay Thompson. Il peut servir sur des cotes, des profils très athlétiques, des profils avec de la verticalité, comme Jonathan Kuminga ou Trey Jackson Davis, avec quelques lectures sur pick and roll. Il est capable de prendre des tirs off-ball sur potentiellement des situations de playmaking de Draymond Green ou sur des extra passes. Il est capable de prendre des rebonds offensifs, donc de participer un petit peu à ce collectif. Il est capable de se projeter sur des cuts. Il est capable d'un petit peu tout faire dans cet effectif finalement, Brandin Podzinski. Du coup, je trouve que c'est un petit peu le joueur qui, selon moi, participe à huiler un petit peu cette machine collective des Warriors et vraiment à faire le lien entre les différents profils. Et dans ce sens-là, parce que Draymond Green, oui, effectivement, va être très important, mais je surveille parce que Brandin Podzinski, déjà, il y a aussi cette incertitude dont j'ai pas forcément parlé, mais qui est en sous-texte sur tout l'épisode. Qui sera le titulaire à l'aile? Est-ce que ce sera Andrew Wiggins? Est-ce que ce sera Jonathan Kuminga? Est-ce que les Warriors vont partir directement sur Draymond Green au poste 5 ou alors vont plutôt rester sur cette optique de Trey Jackson Davis et Draymond Green ensemble dans le starting 5? Est-ce que Podziemski sera dans le starting 5 ou bien Klay Thompson? Il y a beaucoup d'incertitudes qui résument sur ce starting 5 et ça rejoint ce que tu avais dit, Ben, sur
On ne sait pas quel est vraiment leur meilleur line-up. En tout cas, on ne sait pas quelle sera un petit peu la line-up dans le sens où tu reviens à tes bases, tu reviens à ce qui marche. On ne sait pas vraiment si Steve Kerr a vraiment cette line-up qui fonctionne cette saison, cette line-up un petit peu de sécurité. Donc oui, pour moi, c'est vraiment le joueur qui peut faire le lien entre tous les profils et qui peut quand même apporter un petit peu de spacing, ce qui manque à ces Warriors, et un petit peu de qualité rebond offensif ou de qualité off-ball. Là où je te rejoins, et pour moi, ça sera un exemple qu'on pourra prendre sur notre épisode qu'on a commencé à teaser. Vous avez été beaucoup à réagir sur les stats qu'on fera peut-être cet été. Ce que je trouve super intéressant dans le profil de Pozinski, c'est que si tu t'arrêtes à une stat comme l'usage, c'est un joueur qui finit pas les actions. Donc tu as l'impression qu'il est peu intégré dans le collectif en fait. Alors que c'est là où toutes ces stats et la manière dont elle peut tromper une partie de l'auditoire est illustrée, c'est parce que tu l'as dit, il est beaucoup dans la connexion. Et là où tu as insisté sur l'attaque, moi j'insisterais peut-être un peu plus sur la défense, dans le fait qu'il risque, parce qu'il y a quand même un paquet derrière, potentiellement, qui vont devoir se coltiner, soit s'il passe le play-in, soit s'il s'arrête au play-in, et la responsabilité qu'il aura, même si les Warriors sont assez bons pour éviter le match-up hunting, parce que beaucoup d'équipes vont cibler Stephen Curry, il aura quand même une responsabilité assez énorme, je trouve, dans sa capacité à devoir défendre potentiellement un arrière dominant côté DH20, peut-être à l'est, à l'ouest, pardon. Donc ça, de ce côté-là, c'est une responsabilité assez énorme pour un rookie d'être à la fois un playmaker secondaire et de l'autre avoir une responsabilité défensive tout en étant un des garants potentiels du spacing. Enfin, c'est vraiment un rôle assez compliqué. Donc à voir s'il va le remplir, mais t'as raison. Tu n'es pas tombé dans un de mes travers qui a été de choisir, par exemple, Karl Anthony Towns sur l'épisode des Wolves. C'est vraiment, je pense, un des joueurs clés qui aura un rôle et qui, du coup, valide vraiment cette idée d'année de semi-transition ou d'année -1 parce que c'est clairement le joueur qui joue ses premiers playoffs qui va peut-être avoir certaines difficultés, mais dont, en fait, l'avenir, c'est d'être un des joueurs majeurs en playoffs des Warriors dans leurs prochaines itérations, clairement. Je suis d'accord. Allons-y, Constant. Plafond, plancher. Alors moi, je suis désolé, ça s'entend maintenant. Dès qu'une équipe joue le play-in, le plancher, c'est le play-in. C'est de faire sortir au play-in. Enfin voilà, il n'y a pas de plancher. Théoriquement, c'est ton plancher. Ça m'intéresse plutôt de parler plafond. Est-ce que c'est une équipe que tu peux voir passer un tour de play-off? Passer un tour de play-off, ça me paraît quand même compliqué dans le sens où il faudrait un upset type Miami-esque de l'an dernier. Parce qu'on est littéralement sur du 1-8. Hein. Si les Warriors, moi je les vois pas terminer 8e, vraiment la défaite face à Dallas, sans Luka Doncic, qui est un peu embêtante en plus, solidifie selon moi au niveau des tiebreakers vraiment le 10e spot. Hormis si Sacramento s'écroule, mais même s'ils font 9, ils pourront pas faire plus haut que 8 de toute façon. Donc il faudrait qu'ils remontent à la 8e place pour éviter une victoire, enfin pour avoir une victoire au play-in sur le spot 7 et pour éviter le first seed. Donc dans tous les cas, il faudrait un upset historique et qui est rarement arrivé dans l'histoire NBA. Donc pour moi, j'ai du mal à les voir vraiment passer à tour. Après, il y a toujours ce côté qui m'embête un petit peu chez les Warriors parce que je peux pas le chiffrer, mais il y a un côté irrationnel chez les Warriors que j'ai chez quasiment aucune équipe. C'est-à-dire que il y a un truc, l'an dernier, les Warriors, on les voyait déjà un petit peu faiblards, même si je les trouve beaucoup plus faibles cette année que ce qu'ils étaient l'an dernier, même si en termes de rapport victoire-défaite, ils auront peut-être un meilleur bilan cette année que ce qu'ils avaient l'an dernier, mais il y avait encore plus de circonstances, on va dire, qui étaient en leur défaveur l'an dernier que cette saison. Notamment au niveau de la santé, que ce soit Andrew Wiggins, etc. Donc oui, pour moi, c'est une équipe qui, j'ai même du mal à les voir à se qualifier en playoff, mais si jamais ils parvenaient à se qualifier en playoff, pour moi, ça veut dire que s'ils se qualifient en playoff, il y aura eu des éléments déclencheurs, en tout cas, il y aura eu quelque chose qui aura cliqué au sein de cet effectif que je ne vois pas ne pas se poursuivre sur un premier tour. Donc, plancher 9-10, ils sortent, ce qui est peut-être un des scénarios honnêtement les plus probables. Plafond, premier tour, tu te qualifies en playoffs, ce qui sera déjà un exploit et peut-être même en soi une réussite vu le scénario de leur saison. Et tu peux embêter un first seed. Alors, tu n'embêteras pas Denver. Les fans de Denver, pour avoir discuté avec quelques-uns, se frottent les mains potentiellement à l'idée d'affronter Golden State parce qu'ils ont des souvenirs de la série de 2022. Mais OKC et Minnesota, dans des registres différents, c'est des équipes que tu peux embêter. Mais ça demandera quand même beaucoup de concours de circonstances et surtout beaucoup d'éléments qui se déclenchent en même temps que tu n'as pas eu tout au long de la saison.
Moi, je vais un peu leur offrir le traitement Bulls-Hawks. Alors, ça remonte à une éternité maintenant, vu qu'on publie tous les jours, mais c'était le début du marathon. Pour moi, le traitement Bulls-Hawks, c'est euh, ton plafond, c'est de passer le play-in et de prendre un ou deux matchs à l'équipe que tu rencontres en 1. Parce que, comme tu l'as dit, les Nuggets aillent. Moi, j'ai quand même très, très peur que les Warriors ou les Warriors pour OKC comme Minnesota servent un peu de totem. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est faiblarde, tu l'as dit, qui est moins forte. On en parlait en off la prochaine fois, la fois d'avant, justement. C'est une équipe qui est peut-être moins étincelante, mais il y a le fait que pour l'instant, sauf l'année où il y avait eu les blessures, ils ont sauté au play-in, il n'y a jamais eu ce moment Warriors où ils tombent face à une équipe qui est annoncée comme la suivante. Parce qu'en fait, ils tombent l'année dernière contre les Lakers, qui sont aussi un peu une équipe de vétérans, etc. Mm. Là, s'ils tombent, enfin, choper le scalp des Warriors pour le Thunder ou pour les Wolves, je trouve qu'il y a un truc un peu symbolique. On pourrait me dire que c'est que de la narrative, j'admets totalement, mais pour moi, il y aurait peut-être du coup un petit supplément d'âme. C'est des équipes qui seront motivées par un premier tour, bien évidemment, mais je suis même pas sûr que ça soit bien pour d'un point de vue un peu plus métaphysique pour pour les Warriors. Donc, je pense vraiment que leur plafond, c'est prendre deux matchs à Minnesota, je pense. Oui, c'est possible, c'est possible. Constant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, très Vas-y. rapidement. Très rapidement, parce que de toute façon, c'est déjà l'épisode le plus long, donc le compteur a déjà explosé. Non, je voudrais parler rapidement du niveau de Stephen Curry et du fait que Stephen Curry accumule un petit peu le poids des âges et le poids du kilométrage. On avait déjà un petit peu parlé avec Adrien et Tom lorsqu'on avait fait le second 4 quarts et qu'on avait parlé des Warriors négativement. Déjà, je ne sais pas si c'est lié à l'arrivée de Chris Paul ou justement si c'est lié à une certaine fatigue, mais l'an dernier, les Warriors avaient la pace la plus élevée de toute la NBA. Et si on prenait la durée moyenne des possessions offensives et la durée moyenne des possessions défensives, ils étaient dans le top 5 tous les deux. Enfin, les Warriors étaient dans les deux catégories. Si on prend cette saison, les Warriors ne sont plus que la 11e pace de NBA. Ils sont 13e en durée de possession offensive et 11e en durée de possession défensive. Alors, durée de possession défensive, m'en fiche un peu, mais offensive, moi, ça m'inquiète parce que on connaît le jeu des Warriors très rapide avec Curry qui sort d'un écran, le jeu de transition, ou en tout cas le jeu de passe qui démarque assez rapidement les shooters ouverts. Et je me demande à quel point c'est soit lié à Chris Paul qui est quand même connu pour un peu ralentir le jeu, soit à Stephen Curry qui accumule vraiment le poids des âges parce que on a parlé du fait que les Warriors n'allaient jamais au cercle, mais ça ne se retranscrit jamais, enfin ça peut jamais être aussi mieux illustré que par Stephen Curry. Je vous ai pris les pourcentages depuis le retour de All-Star Break, c'est un peu le moment où ça a commencé un peu à dérailler. 16% des tirs de Stephen Curry sont pris près du cercle. Il est dans le 21e centile chez les meneurs. 57% de ses tirs sont à 3 points. Et au niveau de l'efficacité, il est qu'à 36% de réussite sur ces 3 points-là depuis le break. Pour Stephen Curry, être à 36% de réussite à 3 points, c'est une hérésie complète. Si on prend l'EFG, donc je vous ai parlé de l'EFG tout à l'heure, chez les meneurs, depuis le break, il n'est que dans le 52e centile. Il est à peine dans la première moitié, en tout cas dans la seconde moitié. Donc, si vous prenez la fatigue liée au kilométrage et au shoot, si vous prenez le fait qu'il est dans le 7e centile en ratio assist par usage chez les meneurs, c'est-à-dire qu'il fait quasiment plus de playmaking, Stephen Curry, pour moi, ça fait beaucoup de circonstances qui montrent que dans une conférence Ouest où, honnêtement, hormis les Wolves et les Kings, sur les 8 des 10 équipes qui vont faire le play-in, tu as minimum 1 voire 2 joueurs DH20. Tu as 1 ou 2 joueurs DH20. Donc, Stephen Curry, il était 4e du DH20 l'an dernier. Là, avec sa baisse de niveau, j'ai du mal à voir les Warriors passer 2 tours de play-in, plus embêter une équipe au premier tour, avec un Stephen Curry qui sera très probablement, s'il reste à ce niveau-là, pas le meilleur joueur de la série. Il y aura une vraie question sur Curry, sur si certains des éléments, parce qu'en fait, quand tu analyses ces ces trois dernières saisons régulières, l'année dernière, sur plein d'aspects statistiques, a l'air vraiment très, très, très positif pour lui. Et il y a à voir à quel point, parmi les trois dernières années, il n'y a pas une année 2022-2023 qui aurait pu être un espèce de barreau d'honneur. Enfin, passons. Mais je te rejoins complètement sur ça et sur le fait que Stephen Curry, il faut pas oublier que ça a un équilibre à son prime, capacité à finir au cercle, pas forcément dans du drive, mais finir au cercle
et tirer à 3 points. C'est un équilibre, c'est pas juste le fait de s'enflammer à 3 points. Et lui retirer cet accès au cercle et le fait qu'il tombe dans des fréquences de tir crispolesques, eh bien, c'est un énorme problème pour sa capacité à marquer à 3 points. Constant, je ne peux pas nous amener vers l'heure parce que là, vraiment, ça deviendrait... On serait sur le triple de l'annonce de départ, quand même, qui était à 20-25 minutes il y a genre 10 jours. Bref, en tout cas, Constant, merci beaucoup. Rappelons, Constant, le sauveur, le GOAT, qui nous a permis de réenregistrer cet épisode qui devrait... Alors, il s'est rien passé de mauvais, donc je pense que peut-être que vous nous entendez, pour ceux qui nous suivent en direct, en première sur YouTube, vous nous entendez ce samedi soir. Pour les autres, au petit matin de dimanche, cet épisode sortira comme depuis 13 jours. On a réussi l'impossible, rattraper un épisode qui était perdu pour la France. Merci beaucoup, Constant. On vous rappelle de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast et on s'approche petit à petit de la fin. Les Cadors arrivent. Encore une fois, ce n'est pas un power ranking, mais je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, on se garde un peu certaines grosses écuries pour la fin. Donc ça va bientôt arriver. Constant a parlé du Thunder. J'ai un peu mentionné les Bucks. Oui, je serai l'attaché aux Bucks. Vous allez découvrir tout ça dans les prochains jours. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se dit à demain. Merci Constant encore une fois. Salut. Salut.